allons maintenant parler de la plagiocéphalie positionnelle du nourrisson. Donc, la plagiocéphalie positionnelle du nourrisson est une déformation crânienne consécutive à l'application de forces externes sur le crâne malléable du nourrisson. Elle est souvent de localisation pariéto-occipitale, donc un petit peu en arrière et sur le côté. Elle est le plus souvent localisée au niveau pariéto-occipital puisqu'elle est consécutive à finalement l'application de forces externes par les surfaces sur le crâne du bébé. On la distinguera de la brachycéphalie qui, elle, est un aplatissement postérieur bilatéral et symétrique, donc qui va toucher plutôt l'ensemble de l'arrière du crâne. La plagiocéphalie et la brachycéphalie sont positionnelles, donc c'est-à-dire vraiment consécutives à une situation environnementale et des contraintes qui s'exercent sur le crâne. Ce n'est pas le crâne qui grandit comme ça. Pour comprendre un petit peu mieux les différentes formes de plagio que l'on pourra observer, on a la classification d'Argenta qui se propose du coup de nous donner une sévérité allant de 1 à 5. Dans la forme initiale, la déformation la plus basique, on aura un aplatissement pariéto-occipital simple. Lorsque la sévérité augmente un petit peu, on retrouve un décalage au niveau de la position des oreilles associé à ce méplat. Et on peut avoir dans des formes encore plus sévères un bombement frontal qui se fait en compensation. Donc on a vraiment toute une partie, toute la moitié du crâne finalement qui est un petit peu repoussée vers l'avant en compensation de cette pression qui s'exerce à l'arrière dans un contexte de préférence positionnelle, qu'elle soit vraiment simple et souple ou dans un contexte de préférence positionnelle type torticolis musculaire congénitale. Si on augmente un petit peu la sévérité, on va retrouver encore l'association donc du méplat, de la malposition, de l'avancée de l'oreille, le bombement frontal et également une asymétrie au niveau du visage avec un orbite un petit peu plus ouvert d'un côté. Donc ici ce sera le côté qui n'est pas le côté homolatéral, pardon, le côté contralatéral au méplat. Et dans les formes vraiment extrêmement sévères, on aura des mécanismes de compensation de la croissance qui vont se faire par un bombement ici au niveau des tempes et une augmentation du volume au niveau du vertex avec cet aplatissement donc, qui va finalement moduler l'ensemble de la voûte crânienne et un petit peu de la face. Il existe également une classification d'Argenta pour les brachycéphalies, donc pour les déformations positionnelles bilatérales et postérieures, donc avec une sévérité de 1 à 3. Donc le type 1 serait un méplat postérieur central, simple. Le type 2, on retrouve donc un méplat postérieur plus important, avec finalement une petite prise de volume en postéro-latéral, un peu compensatrice. Et c'est l'aspect vraiment coup de hache qu'on peut retrouver chez les bébés avec des brachycéphalies qui commencent déjà à être un petit peu sévères. Et enfin, dans la catégorie 3, on retrouvera, comme tout à l'heure, dans les déformations unilatérales les plus sévères, un bombement au niveau des tempes et une augmentation de volume compensatrice au niveau du vertex. Donc nous avons vu les caractéristiques qui définissent sur le plan morphologique la plagiocéphalie et la brachycéphalie, mais il existe aussi une valeur seuil en termes d'asymétrie et d'index crânien qui vont nous permettre de dire on est dans un contexte significatif ou non significatif. Donc les mesures qu'on va réaliser sur le crâne vont nous donner un index d'asymétrie pour la plagiocéphalie et un index crânien pour la brachycéphalie. Donc on retiendra un index d'asymétrie CVAI supérieur à 3,5 pour dire que la plagiocéphalie, l'asymétrie est significative. Et on retiendra un index crânien supérieur à 90% pour dire qu'on est dans le cadre d'une brachycéphalie également significative. Donc on verra un petit peu plus loin comment réaliser les mesures et comment interpréter en termes de grade de sévérité les mesures. Donc ici je vous remontre quelques imageries qui avaient été faites chez un enfant pour tout autre motif que la plagiocéphalie. La plagiocéphalie ne nécessite pas initialement d'imagerie, sauf en cas de suspicion de craniosténose, mais ça nous le reverrons également un petit peu plus tard dans le diagnostic différentiel. Voilà, mais donc là il y a eu des imageries qui avaient été réalisées pour autre chose et on en a profité pour pouvoir observer la déformation crânienne. Donc on voit bien le méplat ici pariéto-occipital
l'asymétrie que ça génère au niveau d'un bombement frontal. Et voilà, derrière, on voit une vue anatomique assez nette au niveau de l'os occipital qui est un petit peu fragmenté à ce niveau-là. On appelle ça des os hépactaux. Donc c'est des subdivisions finalement de l'os occipital mais qui n'ont pas de valeur significative en clinique. Donc ici, je vous propose de regarder 3 photos d'enfants avec plagiocéphalie. Donc ce qu'on peut commenter donc, sur cette première photo, un enfant donc, qui aurait une horizontalité, un positionnement correct au niveau des oreilles, et simplement un petit méplat pariéto-occipital. Chez ce deuxième enfant, on retrouve le méplat pariéto-occipital, l'avancée de l'oreille homolatérale et le bombement frontal également homolatéral. Donc là, on serait au niveau argentat au moins sur un type 3 avec cette vue. On aurait besoin d'avoir une vue de face pour apprécier justement la symétrie du visage et éventuellement définir une cotation 3 ou 4. Et chez cet enfant qui a manifestement une déformation crânienne visuellement beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus significative, finalement, sur des critères purement morphologiques de classification d'Argentat, on retrouve simplement la même chose que l'enfant précédent et encore. Donc on a le méplat pariéto-occipital, une avancée de l'oreille ici, et on peut éventuellement suspecter un petit bombement du crâne ici, mais qui n'est pas nécessairement évident sur cette photo. Donc finalement, là, quand on le voit, on pourrait le classifier en classification Argentat 2 ou 3 selon d'autres vues qu'on pourrait avoir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, la classification morphologique simple, c'est pas tout. Voilà, ça peut pas être la seule source d'interprétation et le seul élément d'appréciation de la sévérité, puisque finalement, à critères quasiment équivalents, voire moindres, on a visuellement une déformation qui est nettement plus significative et nettement plus problématique sur le plan esthétique chez cet enfant. On parle très souvent de la campagne Back to Sleep de 1992 comme facteur augmentant de façon énorme la prévalence de la plagiocéphalie chez le nourrisson. Donc, pour rappel, cette campagne faite aux États-Unis avait pour but finalement de sensibiliser toute la population et de demander aux parents de coucher leurs enfants systématiquement sur le dos dans un souci de prévention de mort subite du nourrisson. Donc avant ça, les règles de couchage étaient plutôt libres. Les enfants, les parents n'étaient pas incités particulièrement à mettre les enfants sur le dos, donc certains les couchaient sur le ventre, sur le côté. Voilà, il y avait assez peu de précisions concernant toute cette prévention de mort inattendue du nourrisson, avec éviction des coussins, des couvertures. Voilà, les gens étaient dans un contexte un petit peu plus libre et en fait, il s'avère qu'il y a eu énormément de morts subites du nourrisson, une augmentation importante de la prévalence et donc les autorités de santé publique américaines ont décidé de sensibiliser les populations pour justement faire infléchir cette courbe. Et donc souvent, on incrimine cette campagne comme facteur augmentant la proportion de plagiocéphalie, puisque tous les gens auraient mis leur bébé sur le dos, et donc sur le dos, tous les crânes se seraient déformés de façon plus rapide et plus fréquente. Alors on aura l'occasion de le revoir un petit peu aussi plus tard dans la présentation, mais voilà, c'est un facteur concomitant de l'augmentation de la prévalence de la plagio. Mais il ne faut pas non plus responsabiliser à 100% cette campagne, puisqu'il y a aussi les habitudes de vie des parents et notamment l'utilisation de certains objets et certains achats de puériculture qui a changé avec le temps. Et on doit aussi les prendre en compte dans cette augmentation de la prévalence. Donc les études nous disent que finalement, c'est à 4 mois qu'on retrouve, à l'âge de 4 mois, qu'on retrouve le plus de nourrissons avec une déformation positionnelle. Donc elle concernerait 20% des nourrissons à cet âge-là. Donc le pic en fait augmente de la naissance jusqu'à 4 mois pour atteindre 20% et rediminue un petit peu ensuite. Donc pour rappel, pour dire qu'il y a une plagiocéphalie positionnelle, on retient la valeur de 3,5 pour le CVAI et de 90% pour l'index crânien. Donc ça veut dire que 20% des nourrissons ont un score supérieur à celui-ci. Les déformations positionnelles du nourrisson concerneraient le plus souvent les garçons et dans une situation de plagio, de déformation unilatérale, on la retrouverait plus fréquemment à droite.
On la retrouverait plus fréquemment à droite en cas donc de déformation unilatérale et cela serait consécutif à cela serait lié en fait à la présentation à l'accouchement par le sommet. Plusieurs facteurs de risque de la plagiocéphalie ont été identifiés, notamment en anténatal. On retrouve plusieurs facteurs qui vont prédisposer du coup à une préférence positionnelle qui va elle induire la plagiocéphalie. On ne naît pas avec une plagiocéphalie a priori. Donc, ce sont une plagiocéphalie positionnelle. Ce sont donc les grossesses multiples, les situations de travail prolongées lors de l'accouchement et l'oligoamnios. Donc, dans le cas de grossesses multiples, les bébés ont moins de place pour bouger et peuvent avoir des postures un petit peu plus asymétriques et incurvées dans le ventre de la maman. Et on suppose qu'ils garderaient des préférences positionnelles, donc liées à ce positionnement un peu contraint dans le ventre après la naissance. Le travail prolongé lors de l'accouchement, une fois que la poche des os a été rompue, le bébé les contraintes s'exercent du coup directement sur le corps du bébé et quand il s'engage dans le bassin, c'est pas le moment le plus confortable et donc il peut y avoir finalement un peu des tensions, des préférences qui vont se mettre à ce moment-là. Et l'oligoamnios, c'est le fait d'avoir peu de liquide amniotique. Donc le liquide amniotique est là finalement pour protéger le bébé, le mettre aussi en flottaison dans le ventre et éviter aussi que les forces s'exercent directement sur lui. Les forces externes, les pressions, la gravité. Donc quand il y a peu de liquide finalement et que le bébé grandit en fin de grossesse, on va avoir plus de contraintes qui vont s'exercer sur lui au niveau de sa posture par rapport au bassin maternel et à son engagement et à sa descente finalement dans le bassin. À la naissance, plusieurs facteurs de risque ont été également identifiés. Donc le fait d'être un garçon rend plus à risque de développer une plagiocéphalie. La place d'aîné dans la fratrie. Donc on sait que le premier bébé d'une maman sera plus à risque de préférence positionnelle parce que moins de place dans le ventre, moins de possibilités du coup de mouvement parfois du fait finalement de la peu de distensibilité par rapport à des grossesses ultérieures qu'on retrouve chez la maman. Donc des bébés un petit peu plus impactés par la position qu'ils adoptent dans les dernières semaines de grossesse. Et également parce qu'on sait que les parents ont tendance à être un peu trop peut-être précautionneux avec des premiers bébés où ils osent un petit peu moins les mettre à plat, sur le tapis, les laisser évoluer. Ils vont être un petit peu plus dans la contenance, dans la présence. Ils vont vouloir acheter tout plein de choses pour bien faire. Et finalement, on verra que c'est plus à risque de développer une préférence positionnelle. Et enfin, les naissances par le siège sont également identifiées comme un facteur de risque du fait de cette position finalement un peu particulière que le bébé prend. L'ajustement postural peut être un petit peu perturbé et donc serait plus à risque de générer une asymétrie de posture. Un petit mot sur les déformations crâniennes un peu spectaculaires qu'on peut voir suite aux accouchements voix basse. Ce ne sont pas des plagiocéphalies. On peut avoir des crânes en pain de sucre avec un énorme bombement au niveau du vertex, des formes un peu particulières, mais ce ne sont pas des plagios, ce sont des déformations transitoires qui sont consécutives au passage par les voies basses. Et on observera une résorption, une amélioration de la forme dans les quelques premières semaines de vie. La littérature identifie également des facteurs de risque pour les 2 premiers mois de vie du nourrisson. On retrouvera donc le fait d'alimenter son enfant exclusivement au biberon. Donc le positionner finalement toujours au bras plus ou moins du même côté parce que les adultes ont leur préférence, sont gauchers ou droitiers, pourrait finalement faire persister ou majorer une préférence positionnelle qui serait déjà existante. On nous dit aussi que le fait de mettre peu son enfant sur le ventre et sur le tapis lors des temps d'éveil serait un facteur de risque aussi, puisque on sait qu'en faisant découvrir à l'enfant les positions sur le ventre, ça lui permet d'augmenter son tonus, d'augmenter sa motricité, d'améliorer sa motricité, son exploration, et que c'est plus favorable du coup pour mettre en place les conditions qui vont lui permettre de compenser sa préférence positionnelle s'il en a une et de ne pas en développer en ayant une motricité bien explorée, bien développée. Le fait de présenter une rotation cervicale préférentielle dans les 2 premiers mois de vie est évidemment également un facteur de risque de déformation crânienne positionnelle.
Dans la littérature, on nous dit également quelque chose d'intéressant, c'est que si on n'a pas de plagiocéphalie à 7 semaines de vie, l'enfant présente 80% de chances de ne pas en développer ultérieurement. Donc ça veut dire que les premiers mois de vie finalement sont cruciaux pour prendre les bonnes habitudes, pour repérer voilà, toute éventuelle petite asymétrie de posture et voilà, se familiariser avec le fait d'aller sur le ventre, de se mettre au tapis, etc. Donc les premiers mois de vie, les 2 premiers mois de vie sont vraiment cruciaux dans le cadre de la prévention de la plagiocéphalie.